observateurs irakiens. Les colonnes blindées saoudiennes avançaient sur la route côtière avec des tanks de fabrication française et américaine. Il s'agissait alors officiellement des forces arabes qui récupéraient leur propre territoire. Ce but atteint, voyant que l'Irak subissait le déploiement allié, le général Schwarzkopf dirigea le gros des troupes vers l'ouest. L'opération Sabre du désert commença avec 2000 soldats américains aéroportés qui atterrirent à 100 km derrière les lignes irakiennes pour couper les routes et éviter ainsi l'arrivée des renforts de la garde républicaine au sud de Basra. Les marines américains et les forces arabes restèrent à leur poste pour maintenir le semblant de menace d'une offensive frontale. Les forces françaises pénétrèrent en Irak. La 6e division blindée légère française, renforcée par des unités de la 82e aéroportée des États-Unis, se mit en route à l'aube pour défendre le flanc gauche. Le 2e régiment d'infanterie de la Légion étrangère et le 1er régiment de Safi se dirigèrent rapidement au sud-ouest de l'Irak, une zone sans défense. En quelques heures, ils prirent Al-Salman et renforcèrent les troupes aéroportées qui avaient atterri là-bas de nuit. Le général Schwarzkopf a comparé cette tactique à celle du football américain, une longue passe au-dessus qui pénètre de façon décisive la défense ennemie. Une des forces clés a été la Légion étrangère d'élite armée des missiles anti-chars Milan. Ils détruisirent la 45e division d'infanterie irakienne, 60 km à l'intérieur de l'Irak, avant de se déplacer vers Nasiraya le jour suivant. Depuis Nasiraya, la division française d'Agheb s'est déployée pour couper la seule route existante et protéger le flanc gauche de la principale avancée alliée. Le 7e corps, avec ses 4 divisions blindées, 3 américaines et une britannique, était chargé de donner le coup de grâce. Pendant que les Français prenaient les objectifs dans le nord, Schwarzkopf dirigea ses forces, des marines et des arabes, vers un simulacre d'assaut frontal au Koweït. Ensuite, les Alliés effectuèrent dans l'après-midi l'attaque principale. Le 7e corps, incluant le 1er de cavalerie américaine et les rats du désert britannique, s'affronta aux divisions de la garde républicaine de Saddam Hussein. À l'aube du 24 février 1991, les 16e et 5e des lanciers de la Reine commençaient l'opération Sabre du désert en se déplaçant pour vérifier les positions irakiennes. Pendant ce temps, les Américains assistaient à un exposé glaçant sur les mines. We know he's got at least 10 million. We got pocket receipts on 14 million that he bought. Everybody was supplying him. He was our ally till August. We gave him a bunch of stuff. The Kuwaitis gave him money to go buy state-of-the-art. The Saudis gave him money to buy state-of-the-art. He also went out with his own money. He's got toe poppers, he's got claymores, he's got poppers out there. He's got signal flares. If you get up to some fence, you can guarantee it there's a mine in it. He was buying these in lots of 300,000 for $4.80. This detonator has a built-in anti-handling device, a mercury switch. You pick this mine up, it goes off. You eat 5 pounds of explosives. Explosives in the human body don't get along. This ain't the war to be out there playing Rambo. I didn't realize he had so many types, but we knew that he had a lot of mines out there. They've got a pretty formidable minefield, but we're not going to be stupid about it. We're not just going to send a human wave through this thing. He's got a lot of them from a lot of countries. Who let him get them, we don't know, but we're going to have to deal with them now. Le Bepré, un engin très efficace, était à présent fort utile. Il nettoyait les champs de mines avec des charges explosives. Un dernier effort a été fait pour que les Irakiens ne luttent pas jusqu'au bout. Des tracts furent lancés par avion pour conseiller la reddition. Les rares qui se rendirent, une minorité dans l'horizon du désert, furent recueillis par les hélicoptères Chinook. Depuis son tank nomade, le général de brigade Christopher Hammerbird
prit la tête de la 4e brigade britannique. Sur le flanc ouest des positions alliées, les rats du désert en connexion avec la 1re division des États-Unis, pénétrant en terrain ennemi. Non vers l'intérieur du Koweït, comme l'espéraient les Irakiens, mais vers le nord, vers l'intérieur de l'Irak. Plus tard, ces tankis, comme ils se baptisèrent eux-mêmes, feraient le tour et couperaient à travers le nord du Koweït pour s'approcher des forces d'invasion. L'attaque se mua en une persécution. Le rival fut, selon Schwarzkopf, particulièrement faible. Le Warrior, le nouveau char de combat britannique. À l'intérieur de ces taxis de bataille, comme l'appelaient les soldats, l'infanterie motorisée se préparait à cette mission, préparée au pire des cas à tuer l'ennemi dans les tranchées à coups de baïonnette ou de grenade. Does it worry you, the thought of using the bayonet? Well, no, I've got loved ones back home and I want to get back to them as much as the rest of the guys, so I'm prepared to do anything to get back home. Un nouveau modèle utilisé durant cette guerre, le Baclan Villard, un lance-fusée multiple. Les troupes disent qu'il est capable de lancer des vagues de 12 fusées. Chacune d'entre elles contient 644 bombes avec une capacité de destruction de positions d'artillerie et de tanks. Un commandant irakien révéla plus tard que seulement 7 des 250 soldats de sa brigade avaient survécu à une de ces attaques. Près de là-bas, des feux d'artillerie conventionnels. La bataille suivait un cours rapide. L'ordre d'attaquer pouvait survenir à n'importe quel moment. La météo pouvait rendre difficiles les déplacements les plus rapides, comme pour la campagne aérienne de l'opération Tempête du désert. Le commandant de la 1re division, le général Rupert Schmidt, avec béret et lunettes, informa ses officiers de l'opération suivante, une attaque de nuit de la garde républicaine. On avait beaucoup parlé avant l'assaut terrestre de la supériorité alliée durant les attaques nocturnes. La preuve a été faite ici de la qualité de l'armement. Les tanks ennemis ont presque toujours été détruits sans avoir eu le temps de faire feu.
La plupart d'entre eux étaient en mauvais état et mal positionnés, visant le front erroné. Pendant que les blindés irakiens succombaient à l'attaque alliée, le peu d'obus tirés par eux sur les tanks alliés n'ont causé, dans le pire des cas, que de petites bosselures sur le blindage des chars. Le lever du jour était le moment de consulter les cartes, de planifier la route à travers le désert en suivant le plan de la bataille. Une profonde incursion par la droite, vers le nord et le centre du Koweït. À gauche, les Français et les Américains avaient continué à entrer en Irak. Eux non plus ne rencontrèrent pas d'opposition notoire. Ce fut un désastre pour l'armée irakienne. Les Britanniques détruisirent 200 tanks de la garde républicaine sans subir aucune perte. Certains alliés eurent tout de même de la chance. L'équipe de ce tank de reconnaissance est sortie saine et sauve de l'attaque d'un avion américain qui les a confondus avec l'ennemi. Une tragédie survint alors. Les rats du désert apprirent que 9 soldats britanniques étaient morts. Le plus jeune avait 17 ans quand un autre avion américain attaqua un char Warrior par erreur. We was about 30 meters away in the wagon, waiting for the guns to be blown. And there was just a mass explosion which blows back in the turret. And then when we looked out and seen the wagon had been hit, we moved round in front of the wagon to help with the casualties. We took a knock yesterday. You're all grown men. You're all soldiers. And we go on. I'm very proud of you last night. It didn't seem to affect what we did in the slightest. So thank you very much indeed. À la frontière du Koweït, les Américains ont détruit les murs défensifs qui avaient été élevés par les Irakiens. Ils furent totalement inutiles, puisque la première et la deuxième division des Marines américains s'enfoncèrent rapidement dans l'Émirat. Juste derrière, un Payfachin. Ces tubes remplirent les fossés antichars en quelques secondes, permettant ainsi le passage des blindés. Les hélicoptères d'attaque à H-64, Apache. Ces machines ont une précision mortelle dans la destruction de tanks et autres véhicules de combat irakiens de surface. La 229e brigade d'aviation détruisit 50 tanks irakiens au cours d'une seule sortie. Les feux de l'enfer, portant bien leur nom, les missiles Hellfire, permirent aux Apaches de traverser les lignes des blindés à travers le désert, en vol rasant, pour atteindre leurs objectifs. Les Apaches avaient participé aux premières actions de la guerre. Ils seront également acteurs des ultimes phases. Il y eut des vols d'artillerie, mais une fois de plus, le pouvoir de l'armement américain démontra être écrasant. L'infanterie motorisée traversa la frontière avec beaucoup de rapidité, avec l'aide d'un guide koweïtien embarqué pour orienter les libérateurs américains à travers le terrain monotone. Le M1 Abrams, le dernier né des tanks américains, pouvant, comme le Challenger britannique, tirer en mouvement. Il fut déployé pour s'opposer à 3 divisions de la garde républicaine, chacune d'elles comptant 14 000 hommes, équipées des derniers modèles de tanks soviétiques, les T-72. Comme le virent les rats du désert, les tirs des T-72 ne purent pas plus que déformer légèrement les M1.
Des centaines de tanks irakiens furent détruits. Plus qu'une bataille, cela fut un massacre de machines de guerre. Les leaders de la coalition étaient alors convaincus de la victoire finale. And continue to achieve tremendous success against the Iraqi forces in the KTO. The coalition attack continues to meet with success on the ground, in the air, and at sea. The battle is going extremely well. It has taken our regiments only 36 hours to neutralize an enemy division. Le rôle pour reconquérir Kuwait City, un combat aux forces arabes, saoudiennes, somalies, égyptiennes, syriennes, hommes des Émirats et surtout les Koweïtiens eux-mêmes. Certaines étaient équipées, comme l'ennemi, de tanks soviétiques les plus modernes, les T-72. Ils traversèrent rapidement les terres arides du désert, observant avec satisfaction comment s'écroulait la résistance ennemie. La reconquête de leur patrie était seulement une question de temps. À mesure que les Alliés avançaient, se rapprochant de l'ennemi, le goutte-à-goutte initial des Irakiens qui se rendirent se convertit en un réel torrent de milliers de soldats, se rendant spontanément aux forces alliées. Ils sortaient de leurs repères et inspiraient presque de la pitié à se rendre, presque soulagés après le long cauchemar du bombardement. Les officiers irakiens avaient averti leurs recrues que les Alliés les exécuteraient s'ils étaient capturés, et évidemment, ils étaient terrorisés à cette idée. Les soldats alliés eurent beaucoup de mal à les tranquilliser. Pendant que les milliers de prisonniers étaient déplacés, il était possible de voir des colonnes de fumée noire à l'horizon, installations pétrolières incendiées. Ceci était la première évidence de l'horrible campagne de dévastation menée par l'Irak au moment de se retirer du Koweït. Des flambées gigantesques de tous côtés, des explosions couvraient le ciel. Le dernier acte de vengeance et de rancœur. Les flammes de la richesse pétrolifère du Koweït converties en colonnes de fumée, qui se transformaient à leur tour en nuages toxiques. Environ 600 puits pétroliers répandant du brut ou des flammes. La menace de Saddam avait été mise à exécution. L'Irak continuait à répondre avec des missiles Scud jusqu'au dernier moment. L'un d'eux est tombé sur la caserne des Marines américains, près de la grande base alliée de Daran en Arabie Saoudite. Ce fut le seul incident grave pour les États-Unis. 28 réservistes y périrent. Mardi 26 février, les premières forces arabes arrivent à Kuwait City. Les Irakiens, après un dernier baroud de destruction et de pillage, s'en sont allés. C'est la fin de 7 mois d'occupation. Il y eut un éclat de joie quand, après avoir été interdit depuis le début du mois d'août, le drapeau koweïtien fut dressé à nouveau. La déroute militaire de l'Irak fut écrasante. Les vainqueurs et les vaincus se réunirent sur une piste d'atterrissage désaffectée, dans une zone alliée du sud de l'Irak, pour dicter les conditions de la paix. Dans la tente se trouvèrent les 2 commandants les plus anciens de l'armée irakienne. Ils acceptèrent toutes les conditions imposées pour abandonner le Koweït. Ce que l'on ne savait pas à cette époque, c'est qu'ils avaient déplacé des dizaines de milliers de leurs meilleurs soldats vers le nord de l'Irak pour étouffer les rébellions qui s'y préparaient. Au Koweït, les principaux édifices et beaucoup de logements furent pillés et détruits. Un nombre incalculable de cœurs anonymes était le testament muet du royaume de la terreur irakienne durant l'occupation.
Pour beaucoup de responsables, la guerre se termina de manière terrible sur la route de Basra, un lieu dénommé Creux de Mutla. Au long de kilomètres et de kilomètres, des véhicules volés au Koweït gisent détruits et brûlés, des deux côtés de la route, dévastés par l'ultime attaque aérienne alliée, marquée par les traces d'une armée de pillards en fuite, pris de panique. Un nombre incalculable de cadavres se trouve à l'endroit même où ils sont tombés. Plus loin, la rébellion en deux lieux sacrés chiites est étouffée avec cruauté par les troupes de réserve de Saddam. Et dans le nord de l'Irak, la tragédie des Kurdes qui se sont également soulevés contre Saddam, espérant une aide alliée qui n'est jamais arrivée. Des milliers d'entre eux prirent la fuite après l'échec de la rébellion et se trouvèrent attrapés dans des montagnes arides, morts de froid et de faim. Schwarzkopf déclara qu'on ne lui a pas permis de terminer son travail. Il reste à voir si cette tragédie humaine atténuera l'écrasante victoire militaire. Déclin obscur, l'autre legs de la mer de toutes les batailles de Saddam, le pétrole incandescent est un nuage qui, à lui seul, brouille les succès de l'opération Tempête du désert. Illustre l'éthique d'innovation de Guémard.
à la fois respectueuse des agriculteurs et de leur environnement. Iodus 40, premier stimulateur. Les forces spéciales. Les forces spéciales, image peu fréquente pendant la guerre du Golfe d'un régiment secret d'élite. Le SAS, constitué pendant la campagne du désert au cours de la Seconde Guerre mondiale. Un prétexte apparemment innocent fut à l'origine des premières opérations réalisées par les forces navales spéciales. La guerre contre-révolutionnaire en Malaisie et à Bornéo. La tactique américaine destinée à soustraire les hommes au danger et à une catastrophe générale lorsqu'une mission échoue. Des soldats de fortune, pas précisément d'élite, luttant à l'Afrique. Et les Soviétiques étouffant des révolutions dans leur propre pays. Le service aérien spécial britannique, le SAS, peut être la plus connue des forces spéciales du monde entier. Ce régiment est né dans le désert du Sahara. C'était en 1941, très à l'arrière des troupes allemandes, des soldats anglais réalisaient des opérations comportant de grands risques. Ces soldats étaient connus sous le nom de groupe du désert de Long Range, mais étaient les prédécesseurs du SAS. En pleines opérations clandestines, ils posaient réjouis devant la caméra. Le SAS devint plus tard l'une des organisations militaires les plus secrètes du monde. Mais ces hommes voulaient prouver leur capacité de survie dans l'un des milieux les plus durs de la planète. Ces groupes passaient habituellement des semaines entières derrière les rangs ennemis, espionnant les routes de ravitaillement, contrôlant tout rassemblement des troupes nazies. Tout ce qui concernait la logistique et les mouvements des troupes allemandes faisait l'objet d'un examen attentif. L'objectif principal était de retenir le maréchal de camp Erwin Rommel, qui menaçait d'entrer en force en Égypte, accompagné de ses redoutables corps africains. Le succès des premières opérations clandestines encouragea Winston Churchill à accepter la création d'une force spéciale destinée à attaquer des objectifs situés à l'arrière-garde ennemie. Ces offensives de sabotage furent tellement réussies que les Allemands se virent obligés à dévier les lignes du front pour protéger leur arrière-garde. L'effondrement de la stratégie de Rommel fut un facteur crucial pour la victoire des Anglais, qui réussirent à atteindre El Alamein, point clé de la Seconde Guerre mondiale. Cette nouvelle force, invention du lieutenant-colonel David Sterling, fut connue au départ sous le nom de détachement d'élite, service de la brigade aérienne spéciale, dont le numéro était intentionnellement faux. Ces curieuses images montrent l'une des premières unités du SAS en action contre des partisans dispersés dans les forêts d'Allemagne occidentale en 1944. Le service naval spécial jouit de cette même image mystique. Une goélette est ancrée près de la côte d'une île idyllique de la mer Égée. On peut voir ici une des premières photos de l'unité transportée par mer similaire au SAS. Soigneusement entraînés afin de réaliser des débarquements silencieux, ils avaient déjà affronté les bases allemandes des îles grecques. Ils étaient à présent en train de procéder à une série d'incursions destinées à immobiliser les renforts allemands et à les éloigner des offensives alliées en Italie et en Normandie.
Ici, le SBS, appuyé par des insulaires appartenant à l'escadron sacré de Grèce, se prépare à prendre l'île montagneuse de Simi, exactement en face de la côte turque. L'assaut matinal débuta par un rideau de feu de l'escadron des corvettes de la marine royale, Fire Mail, qui affaiblit les positions ennemies afin de faciliter l'assaut des hommes du SBS qui arrivaient dans l'obscurité. La surprise fut totale et se caractérisa en outre par les pertes réduites du SBS. D'une part, 15 soldats ennemis périrent et 150 autres furent faits prisonniers. D'autre part, les hommes du SBS n'eurent qu'un nombre réduit de blessés légers. Un des soldats allemands capturés après l'offensive. Leur tactique se caractérisait également par une irruption par surprise et une retraite tout aussi rapide. La force d'assaut se retira 24 heures après l'attaque, non sans laisser une équipe d'observation clandestine cachée dans l'île. Après la guerre, on lança une opération appelée « Opération Urgence en Malaisie », au moment où une série d'incursions communistes menaçait continuellement de déstabiliser la colonie. Les équipes du SAS envoyées à Ipoh freinèrent ces attaques avec succès. 10 patrouilles d'incursion diurnes. L'épaisseur de la jungle rendait le passage très difficile et ils espéraient au mieux pouvoir parcourir 2 kilomètres par jour. Le ravitaillement était presque toujours aérien et certaines équipes du SAS se lançaient en parachute sur la jungle épaisse en exécutant une manœuvre dangereuse connue sous le nom de « saut sur les arbres ». Les blessés étaient fréquents. Les explorateurs malais, base du régiment 22 du SAS officiellement constitué en mai 1952, prirent la tête des opérations de la contre-révolution. Un nouveau conflit surgit à Bornéo, lorsque le tout jeune État indépendant de Malaisie fut menacé par l'Indonésie, qui lança plusieurs attaques frontalières avec l'intention de conquérir l'ancien protectorat britannique. Ici, la mission du SAS, comme en Malaisie, consistait à patrouiller dans la jungle. De petites patrouilles réparties sur 30 km s'intégraient au village et les protégeaient des raids provenant du Bornéo indonésien. Les hélicoptères de la marine royale fournissaient aux hommes vivres et munitions. Ce fut la première fois que les hélicoptères menèrent à bien cette mission qui constituait en même temps une leçon vitale pour le futur conflit du Vietnam. Ce furent les Tiptoe Boys, patrouilleurs à l'armement léger qui vécurent dans la jungle pendant 100 jours et tendirent des embuscades tout en guidant à l'occasion des missions de la RAF. Les bombardements n'étaient pas fréquents parce qu'à la différence de ce qui se passa au Vietnam, les hommes du SAS estimaient que les attaques aériennes provoquaient des victimes civiles. Un patrouiller peu armé représentait une détente toujours bien reçue. Ces hommes portaient leurs propres armes, leurs eau et leurs rations et passaient de longues périodes sur les côtes. Les instructions des patrouilleurs malais consistaient à ramener les abondants renseignements qu'ils ramenaient au cours de leurs opérations qui duraient plus de 3 mois. On leur fournissait des cartes sur lesquelles devaient figurer ces renseignements de manière plus détaillée. Ces renseignements permettaient de déterminer tous les jours les objectifs des batteries de mortiers. Ces opérations d'incursion et de pillage inespérées devaient être parfaitement préparées et répétées. Les troupes spécialistes de la guerre dans la jungle étaient les seules qui pouvaient y participer. Un groupe de Gurkhas remplit sa mission en se faisant passer pour des patrouillers armés indonésiens au cours d'une mission d'attaque et de retraite. Ils portent même des casques indonésiens. Ceci est une occasion pour que des enfants d'aujourd'hui comprennent les dangers que peut entraîner une négligence pendant une campagne. Cela ne s'est pas réellement produit, mais les opérations de Claret furent bien réelles. Ces patrouilleurs traversaient la frontière et pénétraient en Indonésie, un luxe que les Américains ne purent se permettre au Vietnam plus tard. Ils étaient destinés à réduire le nombre d'incursions et à maintenir la campagne au niveau d'une guerre non déclarée.
Les bandes ennemies tombaient dans des embuscades tout au long des routes dans la jungle ou bien sur les fleuves, et leur base de première ligne était détruite par les patrouilleurs guidés par le SAS qui pénétraient à plus de 10 km à l'intérieur du territoire ennemi. La tactique consistant à fortifier les villages fut également une leçon cruciale pour la future guerre du Vietnam. Elle permettait de protéger les habitants contre les incursions et empêcher les guérilleros communistes d'obtenir de la nourriture. Au bout de 3 années de lutte, les organisations communistes clandestines furent efficacement neutralisées. Londres, au printemps. Une rue paisible bordée d'arbres fut le cadre de l'intervention la plus célèbre du régiment. Ici se trouvait l'ambassade iranienne. À l'intérieur, 6 terroristes qui avaient retenu 21 otages exigeaient la liberté de 91 Arabes emprisonnés en Irak. La police armée encercla l'édifice et en quelques heures, une équipe du SAS était à l'œuvre. Pendant les 5 journées, longues mais tranquilles, de négociations qui suivirent, elle construisit une réplique de l'ambassade à l'échelle réelle et répéta sans arrêt le plan d'attaque de l'édifice. Elle était prête à passer à l'action lorsque les terroristes tuèrent un otage et menacèrent de répéter cet acte toutes les demi-heures jusqu'à ce que leur demande de disposer d'un avion pour s'échapper fût satisfaite. L'intervention du SAS devait être minutieusement planifiée seconde par seconde. Des microphones ultrasensibles, introduits par une cheminée, enregistraient toutes les conversations des terroristes et des caméras de télévision minuscules enregistraient tous leurs mouvements. Des groupes du SAS descendirent alors par l'arrière de l'ambassade et firent irruption à l'intérieur pendant qu'un 3e groupe brisait une fenêtre de la façade, réalisant ainsi un mouvement de pince. Ils entrèrent en action à l'heure du dîner. À la partie centrale, une carcasse chargée d'explosifs fut mise en place et fit exploser la fenêtre blindée de la façade de l'ambassade, opération synchronisée avec celle exécutée à l'arrière du bâtiment. Des policiers, vêtus de noir et armés de mitrailleuses Auclair et Cook, firent irruption à l'intérieur et utilisèrent les invincibles grenades éclairs pour impressionner l'ennemi. Le premier otage sortit à 4 pattes et fut le premier à bénéficier des techniques que la SAS avait mises au point pendant 7 ans. Cette opération se termina en 12 minutes, mais la fusillade avait toutefois provoqué un incendie qui endommagea gravement l'édifice. 5 des 6 terroristes furent tués et le dernier reçut 82 blessures de balles. Mais les 21 otages sortirent sains et saufs de cet attentat, ce qui renforça de manière incroyable la réputation déjà excellente du régiment, bien qu'il fût expliqué ensuite qu'il fallait mettre au point de nouvelles techniques d'attaque. La guerre des Malouines amena la SAS à exercer à nouveau son rôle militaire et à réaliser son exploit le plus célèbre, récupérer l'île Antarctique de Géorgie du Sud. Afin de se préparer à l'assaut de Grytviken, les patrouilleurs de la SAS jetèrent l'ancre en secret dans la baie de Hound, pendant que la SAS atterrissait en hélicoptère sur le glacier Fortuna. Cependant, cette opération fut presque un échec. Les troupes de l'escadron de montagne D décollèrent dans 3 hélicoptères V6. Leur tâche était, après avoir procédé à une reconnaissance comme d'habitude, de guider les commandos de la marine royale dans une attaque rapide et précise. Normalement, l'île est une terre nue et gelée, mais au cours de ce précoce automne du Sud, les conditions climatiques devinrent rapidement impossibles. Des vents extrêmement forts et la traîtrise de la glace obligèrent le groupe du SAS à abandonner sa mission. Lors d'une tentative d'évacuation des troupes, 2 V6 furent abattus et tous les hommes et les équipages durent être transportés à Antrim dans un hélicoptère fortement surchargé. Le sous-marin argentin Santa Fe réussit à débarquer 40 hommes de renfort avant d'être mis hors de combat par les hélicoptères britanniques et de s'échouer à Grytviken. Pendant cet incident, l'île fut reprise sans tirer pratiquement un coup de feu et le SAS mit à profit l'absence apparente de résistance des soldats argentins. Les Britanniques reconquirent la Géorgie du Sud seulement 22 jours après son invasion par les Argentins. La force américaine d'opération spéciale, créée selon le modèle du SAS qui s'était imposé pendant plusieurs décennies. Voici les équipes A. Elles s'entraînent en s'inspirant des techniques de la plongée. On leur apprend comment utiliser différents modèles d'armes automatiques,
Mais elles préfèrent sans aucune hésitation les mitrailleuses Houkler et Cook que l'on peut cacher facilement. Un membre du groupe A doit connaître un grand nombre d'explosifs et tous doivent avoir des connaissances de parachutisme. L'entraînement est donc rigoureux et intense. À Fort Benning, en Géorgie, des commandos réalisent des descentes depuis des tours de 80 mètres de hauteur, exercice que toutes les forces spéciales doivent savoir exécuter. À la différence de certaines forces spéciales, ils aiment s'exhiber et montrer leur technique et leur équipement, parce qu'ils sont convaincus que les faire connaître peut constituer un élément de dissuasion pour l'ennemi, leur futur rival. Chaque petit détail est étudié, et même la manière de réagir lorsque le parachute est entraîné par le vent à l'atterrissage. Mais leur spécialité est le parachutisme à haute altitude et bas déploiement, le AABD. Portant un masque à oxygène, les hommes abandonnent leur avion à 7000 mètres d'altitude, mais n'ouvrent leur parachute qu'au dernier moment. L'objectif est de réaliser des opérations rapides et silencieuses. L'utilisation de parachutes directionnels spéciaux permet à ces hommes de s'autodiriger vers l'objectif avec une totale précision. Des forces spéciales extrêmement expérimentées participent souvent aux exercices relatifs aux activités de logistique et antiterrorisme. Les hélicoptères s'approchent le plus rapidement possible de l'objectif, même de nuit. Le but du groupe est sans doute de saboter une installation vitale pour l'ennemi, dans ce cas, une centrale électrique. Les hommes posent de grandes quantités de bombes à retardement. Ici, l'objectif de l'opération était le leader d'une cellule terroriste. Le prisonnier peut être rapidement emmené. Cette opération est probablement en rapport avec une manœuvre de diversion permettant un sauvetage rapide d'otages. Voici l'objectif de la célèbre Delta Force américaine, conçue de manière très semblable au SAS britannique, lorsqu'elle fut chargée de sauver les otages retenus après l'irruption des étudiants à l'ambassade des États-Unis en Iran. Le massacre des Jeux olympiques de Munich, où des terroristes arabes tuèrent 11 athlètes israéliens, fut l'un des attentats terroristes des années 70. Alarmés par la menace du terrorisme à l'échelle mondiale, les hommes politiques américains autorisèrent la formation de la Delta Force, la grande idée du colonel de l'armée des États-Unis, Charles Begwick. Elle fut tout de suite connue sous le nom d'Ange de Charlie. Overseas in the event something were to happen to one of our posts or one of our installations. I was asked to be a part of that study, and one of the recommendations that we made as a part of the study was to weld together a counter-terror capability along the lines of the British Special Air Service concept. La Delta Force, située à Fayetteville, à l'ombre de la statue du général français du XVIIIe siècle, Lafayette, a pris le SAS comme modèle. Strictement centrée sur l'antiterrorisme, la Delta Force se divise en 2 escadrons et à son tour, chacun de ceux-ci se subdivise en groupes de 16 hommes qui travaillent par équipe de 2. Peu avant le second anniversaire de la Delta Force, la révolution islamique d'Iran fut à l'origine de la prise de l'ambassade des États-Unis et ses 53 occupants défilèrent devant les caméras en tant qu'otages.
Juste après la guerre du Vietnam, cette humiliation permanente provoqua une opération des forces spéciales destinée à libérer les otages. Being very frank about it, I thought this was just an update. I had no idea that President Carter would make the decision that he made. In fact, I almost fell out of my chair. Cependant, l'opération Eagle Claw fut surtout gênée par sa propre complexité. Elle exigeait que des hélicoptères volent du porte-avions Nimitz jusqu'à un endroit éloigné appelé Clé du désert 1. Des avions de transport devaient voler jusque-là pour les ravitailler en carburant afin qu'ils puissent faire le trajet jusqu'à Téhéran, où la Delta Force libérerait les otages et les transporterait en hélicoptère jusqu'à une piste d'atterrissage éloignée où les attendraient des Starry Lighter qui les transporteraient jusqu'à l'île de Masira. Les deux premiers hélicoptères de transport Hercule survolèrent le sud de l'Iran. L'équipage était constamment à l'écoute d'éventuels signaux d'alarme iraniens, mais aucun obstacle ne se présenta. Derrière eux, 4 autres Hercules transportaient du kérosène pour ravitailler les 8 autres hélicoptères qui transportaient la Delta Force. Tous arrivèrent à leur rendez-vous dans le désert. De manière inévitable et subite, la catastrophe se produisit. Un hélicoptère qui tentait de se ravitailler en carburant au milieu d'une tempête de sable intense s'approcha maladroitement du réservoir de l'un des Hercules et provoqua une terrible explosion ainsi qu'un énorme incendie. 8 hommes moururent pendant que le feu dévorait l'hélicoptère et l'Hercule. 3 autres hélicoptères avaient déjà échoué lors de cette manœuvre à cause des tempêtes de sable et il ne restait à présent que bien peu de soldats pour mener la mission à bien. À 425 km de leur objectif, la mission fut abandonnée. I'm carrying this whole country. And this particular operation is beginning to unravel, and it's beginning to go sour. And and I'm a part of this. We're going to embarrass our country. I knew that if we didn't make it, it would be because of the helicopters, because of the pilots, because of the machines. I didn't know, but I knew that was the weak link in the chain. If you would ask me, would I do it again? I'd say not with that machine. And I'd want some pilots who were old boys who wanted to fly those machines. And if necessary, they'd carry them on their backs. Ce fut une erreur monumentale, également due à un système de commandement confus, conçu pour répondre aux exigences internes du service, au lieu de se concentrer sur l'exécution de la mission. L'opération Urgent Fury connut des problèmes similaires. Ce fut alors de l'invasion de 1983 de Grenade, une des îles du Caraïbe, destinée à réprimer le coup d'État marxiste. Pendant que les marines atterrissaient à l'aéroport Pearls au nord, les forces spéciales et les Rangers, après avoir atterri près du nouveau terrain d'aviation de Point-Saline, attaquèrent leur objectif, un fortin cubain d'aspect suspect à Calvigny. Cet aéroport, construit par les Cubains, fut le détonateur de l'invasion qui eut pour objectif de réduire un groupe de gauche qui avait pris le pouvoir après avoir assassiné le Premier ministre élu par le peuple. Le prétexte même de l'invasion de ce qui était un protectorat britannique fut la présence de plusieurs centaines d'étudiants des États-Unis. L'Amérique ne douta pas un seul instant à s'opposer à la prolifération de ces gouvernements de gauche dans des régions tellement proches de ses frontières. Mais cette guerre aurait dû être plus claire, parce qu'il fut parfaitement démontré qu'il lui restait encore bien des leçons à apprendre au point de vue militaire. Les marines au nord ne pouvaient communiquer avec les hommes des forces spéciales au sud, parce qu'ils travaillaient avec des fréquences de radio incompatibles. Le service information ne fonctionnait guère mieux. Un officier de la marine se plaignit de ce que 90% des renseignements provenaient de la BBC. L'artillerie des marines entra en combat contre une enclave cubaine située derrière la colline. Des interventions de l'USS Guam, le bateau amiral, furent également nécessaires. Leur objectif était les casernes de Calvigny, qui, par cette île, abritaient 600 hommes. En réalité, la zone était déserte. Ces erreurs d'information et de communication exigèrent des journées entières, au lieu de quelques heures, pour en terminer avec la résistance. La triste réalité fut que, malgré des plans extrêmement détaillés, les différents groupes militaires n'avaient pas connaissance de leurs ordres respectifs et n'avaient par conséquent pas la moindre idée de la façon de coordonner leurs opérations. Ce fut une campagne inefficace pour l'armée la plus puissante du monde. Par suite du manque de renseignements, la victime d'une attaque fut un hôpital qui fut détruit parce que les forces qui atterrirent ne possédaient qu'une carte touristique de l'île.
Au lieu de capturer 11 000 Cubains, on n'en trouva que 800, mais les unités de guerre psychologiques des forces spéciales continuèrent à exercer leur pression, même après la fin des combats. Little brother Cuba, tie up Grenada, then tear up my administrative sector. Interrogation, assassination, that is why Grenada singing God bless America. Tell the Russians we are making jokes. Communism for us can work. We the people of the Caribbean are used to freedom. Absolutely, are used to freedom. Absolutely. Psychological operations create a favorable image, gain popular support, and weaken enemy forces. PSYOP is now a major weapon in 20th century warfare. Les mercenaires, les soldats de fortune. Hannibal a vaincu les Romains grâce aux mercenaires et à l'époque moderne, on s'en souvient grâce à leurs opérations au Congo. Élisabethville, 1960. La guerre civile frappe la capitale de la province la plus riche de Katanga. Ayant récemment obtenu son indépendance, le Congo n'avait pas d'armée organisée. Elle avait été dissoute par les dirigeants coloniaux, les Belges, après une rébellion. À présent, une tribu luttait contre l'autre pour prendre le pouvoir. Et au Katanga, des volontaires africains